Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler de mon expérience en tant que Head of SEO. Donc c'est un poste que j'ai occupé pendant 2 ans chez Green Tomato Media et que j'ai quitté il y a maintenant 4 mois. J'ai quitté pour une autre aventure d'un autre poste de Head of SEO aussi, que j'ai aussi quitté pour finir par être freelance et être entrepreneur comme la plupart de ceux qui me suivent, j'ai l'impression, et des SEO en France. Donc, je vais vous expliquer un peu globalement quel était mon quotidien, comment est-ce que je répartissais mon temps, assez intéressant, quelles étaient mes tâches, quelle taille d'équipe j'avais, comment est-ce qu'on gérait ça. Donc pas mal de données qui vont être à mon avis assez intéressantes pour vous. Euh, si vous êtes une entreprise et que vous avez des galères dans le management avec vos SEO alors qu'il est, n'hésitez surtout pas à venir me contacter, qu'on discute un peu parce qu'en fait c'est la partie que je préfère honnêtement le plus et c'est ce que je vais continuer à faire le reste du temps. Alors qu'il est, je prends des stagiaires comme vous l'avez vu et je préfère manager et former continuellement quitte à ce que les gens ne restent pas et que je doive quand même continuer, etc. C'est des choses que les gens, que ça rebute pas mal d'habitude. Mais moi, c'est pas vraiment un problème, c'est pas quelque chose qui me gêne, donc j'adore former. Je vais continuer à le faire. J'adore manager, j'adore contrôler le travail qui est fait. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passait chez Green Tomato Media quand j'étais Head of SEO. Donc voilà, alors on va avoir un petit plan à côté de nous et on va faire des petits dessins, ça va être intéressant. Donc, mon temps était réparti en 4 grandes catégories. Les 4 grandes catégories, c'était du temps en meeting interne, donc à faire des calls en général, du visio, du temps sur Slack, donc sur de la messagerie interne pour discuter, du temps sur de la R&D ou de l'exécution de deux grandes choses, vous allez voir pourquoi et quel type. Et enfin, du temps à faire des tâches annexes. Donc voilà, je vais me mettre au centre de l'organisation histoire que vous compreniez un peu. 25% du temps interne, du temps en meeting interne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je faisais 35 heures semaine. 25%, ça veut dire en moyenne 8 heures de meeting par semaine. 8 heures de meeting prévues en présentiel booké dans mon agenda. Donc ça veut dire que j'avais 8 heures que je devais faire en FaceTime, en visio, avec des gens toutes les semaines. C'est la moyenne du temps que j'avais. Je me souviens, c'était mon Gmail qui faisait le calcul automatiquement. Pourquoi est-ce que j'avais autant? Assez simplement parce que je manageais une équipe qui faisait quasiment une vingtaine d'employés directement au sein de l'équipe, plus les freelances, c'était une équipe démesurée évidemment, mais on va parler d'employés internes, c'est avec eux que j'avais beaucoup de meetings. Et donc en gros, j'avais des équipes. On avait plusieurs équipes, une équipe par site en général, moi c'est ce que je préfère. Et donc on va dire par exemple SEO 1 qui gère équipe 1, on va dire SEO 2 qui gère équipe 2, etc. Et SEO 3, allez, on va en faire 3, histoire de. Tac, et SEO 3 qui gère équipe 3. Et donc je devais forcément avoir un meeting avec chaque, au moins une fois par semaine, un petit weekly pour discuter, bah voilà, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, histoire qu'on fasse un petit récap. J'étais déjà plus ou moins au courant, mais c'est toujours intéressant de faire un récap, de se le dire à l'oral, de mettre tout le monde d'accord, parce qu'en fait, si des fois, dans le SEO 1, il y a dans l'équipe 1, il va y avoir 3 ou 4 personnes, donc tu vois, en dessous de cette personne-là, va y avoir encore 2-3 personnes, donc tu vois, ça fait un petit truc, etc. Potentiellement, tout le monde au sein de l'équipe n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé, moi non plus, histoire de faire mieux de circuler l'information, une fois par semaine, 1 heure de meeting avec tout le monde, histoire de discuter, voilà, en gros, avec toute l'équipe 1, histoire de discuter, c'est quoi vos updates, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ensuite, il arrive régulièrement, donc ça prenait pas évidemment 8 heures semaine, ça prenait peut-être plus quelque chose comme 4 heures, 5 heures. Ensuite, il y a 2-3 heures de meeting qui sont les meetings impromptus. Donc dès que vous avez des projets voilà, qui arrivent à droite à gauche, forcément vous avez des meetings qui pop. En plus du régulier, il y a des fois où il y a des projets spéciaux qui nécessitent des meetings spéciaux. J'en ai essayé de minimiser cela et de passer ça dans le régulier, mais c'était nécessaire parfois d'avoir un petit point avec différentes équipes pour clarifier certains points. Donc on avait un peu de meeting impromptu, ça me prenait sûrement 2 heures de plus. Et enfin, un meeting avec mon management qui me prenait peut-être bien 2 heures de plus aussi. Donc j'avais des managers, je n'étais pas top level management, j'avais du monde qui était là pour m'aider et pour me manager, pour me donner des indications. Donc on m'a appelé manager 1, hop, oula, qu'est-ce que ça me fait n'importe quoi là-dedans, tac, hop là, allez. Manager 1, hop là, ça l'écrit un tout petit, je vais essayer de le grossir, histoire que ce soit un peu plus lisible. Hop là, là, ça devient intéressant. Donc j'avais manager 1 par exemple, je ne donnerai pas les noms pour éviter d'être, voilà, les gens ne se sont pas cités alors qu'ils n'ont pas demandé. J'avais un meeting avec manager 1, donc cette personne qui était mon manager principal, toutes les semaines, 1 heure par semaine, et j'avais des meetings avec d'autres personnes du management plusieurs fois, d'autres fois. Donc en gros, tout ça, ça faisait bien 8 heures, 9 heures de meeting par semaine en moyenne. Ensuite, 25% du temps sur Slack. Qu'est-ce que ça veut dire? Slack, vous le savez sûrement, c'est un système de messagerie, c'est la plupart des systèmes de messagerie qu'on a au sein des entreprises. Et donc, je passais énormément de temps parce que vous imaginez qu'une équipe de 25 personnes en remote, ça parle énormément sur Slack. Donc, j'étais dans tous les channels de toutes ces équipes et je voyais tous les messages qui partaient à chaque fois. Donc, si par exemple, dans l'équipe 1, il y avait A qui parlait avec B d'un sujet, donc tu vois, ces deux-là sont en train de s'envoyer des messages, tac, tac. Ils parlent d'un sujet qui peut être intéressant. Je vais être là, je vais lire les messages, j'ai les messages. Si c'est intéressant que pour l'équipe 1,
Je peux simplement donner mon avis, si j'ai un avis qui est pertinent, ou s'il y a besoin de mon avis. Si c'est impertinent pour l'équipe B et qu'eux sont en train de parler ici, boum, et ben, je vais dire à l'équipe B, en fait, équipe B, il y a l'équipe 1 qui est en train de parler de ce sujet-là, ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc ça permettait de transmettre les sujets qui étaient travaillés sur les autres trucs. Et donc ça permettait par exemple, si on découvre une nouvelle technique, imaginons on découvre que la manipulation de CTR est complètement transcendante avec l'équipe 3, et ben, je vais dire à l'équipe 1 et à l'équipe 2, oh les gars, très important, il faut qu'on fasse de la manipulation de CTR. L'équipe 3 a découvert que ça marchait trop bien. Et donc je servais plus de point central, de pivot central pour faire le relais de l'information. Donc énormément là-dessus. Et un point qu'on voit moins, souvent en tant qu'entrepreneur, on se félicite soi-même, on est trop content quand on a des... Typiquement, on fait de l'affiliation, on voit nos commissions qui rentrent, trop content, hop là, on voit les euros, on voit le cash qui arrive, hop là, les gros dollars qui sont là. Et donc, c'est ce qui nous fait kiffer. Quand on est dans une boîte comme ça, on ne peut pas donner toute l'information à tout le monde. Et donc, il n'est pas rare que les commissions ou les montants totaux qui soient gagnés en day-to-day, on ne reçoit pas les emails, on n'a pas les montants, etc. Et donc, typiquement, en l'occurrence, ce que je faisais régulièrement pour motiver les troupes, c'était d'envoyer des messages sur un challenge général. Donc, imaginons qu'on est tout le monde et qu'on voit que équipe 3 a sorti un super bon ranking. Équipe 3 vient de passer première place sur le mot-clé CBD. Et ben, je vais dire à tout le monde, on félicite énormément l'équipe 3 qui a fait un beau braquage de l'équipe 3. Première place sur CBD, etc. Ça va rapporter du cash, c'est top. Bref, voilà. En fait, de l'encouragement, de la félicitation en public parce que c'est des choses qui sont importantes et qui permettent aux gens qui sont dans l'entreprise de se sentir valorisés. Parce que, en fait, en tant que manager, tu dois te faire ça. C'est quelque chose qui est important. Donc voilà, c'est un truc que je faisais beaucoup et qui est important à faire. Et si vous avez des équipes, pensez à leur féliciter et dire ok, c'est cool, et célébrer en fait les victoires que l'entreprise gagne. Et enfin voilà, des fois je faisais de la veille, j'envoyais le message, je sais pas, un tweet que j'avais vu qui était intéressant, je l'envoyais sur le Slack, hop là, et les gars, regardez ça, c'est intéressant. Je transmettais les informations intéressantes que j'avais et en fait je servais de pivot central pour l'information. C'était la plupart de ce que je faisais. Ensuite, il me restait 25% du temps en R&D exécution. Qu'est-ce que je vais appeler R&D exécution? C'était pas ma veille, parce que ma veille, je la faisais pas sur mon temps de travail, je la faisais en général tout le reste du temps, je passe beaucoup de temps sur Twitter, j'arrive, je scroll, etc. Mais c'était par exemple, je me dis, ah tiens, j'aimerais bien tester ça. Et bah boum, j'avais un petit morceau de mon temps, j'avais 8-10 heures semaine où je pouvais me dire, tiens, ce site-là, hop là, nouveau test que je lance. Donc ça, c'était assez intéressant, ça me permettait de lancer des nouveaux tests régulièrement. Il y a aussi des fois où je faisais de l'exec pur et dur. Donc par exemple, si l'équipe... je sais pas, équipe 1 ou équipe 2, par exemple, avait personne de technique dans l'équipe. Équipe 2 n'avait personne de technique. C'est l'équipe où il n'y a pas de technique. Bon, bah, voilà. Et ben, j'allais m'occuper de temps en temps d'aller faire leur truc. Par exemple, aller faire les données structurées. Données structurées, je sais que c'est un truc où la plupart des équipes galéraient un peu parce que c'était un peu technique sans trop l'être. Et donc, ce que j'allais faire, c'est me dire, ok, bah vous savez quoi, pas de problème, les gars. Je suis pas ici pour vous manager, vous donner des ordres. Hein, je suis ici pour vous aider avant tout. Donc, données structurées, j'y allais et je faisais un petit point données structurées avec eux. J'allais leur implémenter leurs données structurées pour eux. C'est un truc que tu fais une seule fois, qui reste dans le temps. Donc voilà, j'allais solve un peu leurs problèmes. En général, j'essaie de leur faire un petit tuto comment est-ce que je l'avais fait pour qu'ils gagnent en compétences. Et enfin, tester de nouveaux outils, c'est un truc que je faisais beaucoup aussi. Dès qu'il y avait des nouveaux outils qui sortaient, etc., j'essayais tout pour voir est-ce que c'était pertinent pour notre business model, pour notre organisation. Est-ce qu'on allait remplacer un outil existant par de nouveaux outils, etc. Donc c'était un peu la question de fournir les données et le matériel nécessaire à mes équipes pour qu'elles soient supportées. Enfin, j'avais 25% du temps où je passais à faire autre chose. Donc, autre chose, ça se résume en 2-3 points. Beaucoup de recrutement. Recrutement, entretien. Donc, un recrutement, ça peut être très long si vous cherchez quelqu'un de bon et un élément très particulier. Notamment au niveau des entretiens. Vous passez beaucoup d'entretiens, vous voyez beaucoup de monde, beaucoup de tests. Et donc, voilà, un entretien. Un recrutement, c'était par exemple, je pense, en moyenne, c'était peut-être 30 candidats ou 40 candidats. La RH les voyait tous. Ensuite, on envoyait des tests. Les tests, je devais en lire peut-être entre 5 et 10. Un test. Mes tests étaient quand même très denses et très compliqués. Donc, c'était pas rare qu'un test, ils me mettent une petite heure à être corrigé et à être complètement digéré. Et ensuite, je revoyais les candidats. Tous ceux dont j'avais vu le test qui était un test pertinent, je les voyais une deuxième fois pour pouvoir aller éclaircir quelques points, faire un retour sur le test et me décider est-ce que c'est eux avec qui je voulais travailler ou non. Donc, ça pouvait prendre énormément de temps en phase de recrutement. Pas mal de trucs aussi au niveau des entretiens trimestriels. Donc, on faisait tous les 3 mois entretien avec tous les gens qu'on manageait et mon manager. Pour savoir quels étaient les points d'amélioration, etc. Donc ça, c'était des phases aussi où on avait énormément de meetings et beaucoup orienté management et comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer. C'est simplement, c'est le 1% de plus chaque jour. Et enfin, la formation des nouveaux arrivants, c'est un truc que je faisais beaucoup au début, que j'ai fait de moins en moins à la fin, parce qu'en fait, quand ton SEO 1, SEO 2, quand toutes tes équipes, là, on va les encadrer, hop là, quand toutes tes équipes ont été complètement formées à tes méthodes et qu'elles savent elles-mêmes former, tu peux déléguer la formation à tes équipes et ça, c'est top. Et donc, le but, c'est toujours de progresser et que tes équipes puissent prendre de plus en plus de monde, ton relais potentiellement, etc. Et moi, c'est ce que je leur disais souvent. Écoutez, tous les jours, vous devez vous demander comment est-ce que je vais faire pour
pour prendre le job de Léo. Comment est-ce que je vais faire pour m'améliorer, quels sont les trucs que je sais faire et que eux ne savent pas faire, vice-versa, histoire que toute l'équipe se monte le plus haut possible en niveau et atteigne, en l'occurrence, c'était mon niveau, qui était le meilleur entre très grands guillemets, étant donné que la personne qui a pris mon relais est une très très bonne personne qui a, à mon avis, très largement mon niveau. Donc voilà. C'était mon quotidien en tant que Head of SEO. Hop là, je repasse en facecam. C'était mon quotidien en tant que Head of SEO chez Green Tomato Media. Et donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné des inputs. Si vous êtes en train de monter une entreprise basée sur le SEO, sur l'édition de site et que vous cherchez comment organiser vos équipes avec vos SEO, n'hésitez surtout pas à venir m'envoyer un petit message pour qu'on consulte et qu'on discute et que je vous donne tous mes conseils autant de management que de formation d'équipe que d'organisation. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée sur YouTube. Rankez fort, managez bien, faites-vous plaisir, félicitez et allez de l'avant.